Pardon, vous avez le savon Mutch, s'il vous plaît? Savon? Merci, au revoir. J'avais toujours cru que la diététique était la seule science de l'alimentation, où l'on classe les aliments en fonction de leur teneur en glucides, protéines, lipides, de leurs apports journaliers recommandés, des calories qu'ils contiennent. En m'intéressant à la médecine chinoise, j'ai découvert que d'autres approches existaient, qu'elles prenaient en compte les aspects globaux et individuels de la personne, et que l'alimentation faisait partie intégrante du processus thérapeutique. Un jour, j'ai rencontré Yann Thibault qui mangeait uniquement cru depuis une vingtaine d'années. Il m'a expliqué les choix qui avaient motivé sa décision et les bénéfices qu'il en retirait. Je voulais en savoir plus sur la question du cru. Je suis donc allé à la rencontre de spécialistes de l'alimentation, ayant des approches et des avis différents sur le sujet. Parmi eux, 4 sont crudivores. Emmanuel Quinquet, diplômé en naturopathie et qui mange cru depuis 6 ans. Yves Merckx, étudiant en psychologie, pratique l'instinctothérapie depuis 20 ans. Yann Thibault, peintre et écrivain, mange cru en suivant son intuition depuis 22 ans. Shiva Shambho, yogi et sadhu, mange cru depuis 10 ans. Les 2 intervenants suivants soutiennent un point de vue inverse aux crudivores. Guilhem Hartz, ostéopathe énergéticien et naturopathe, pratique la médecine chinoise. Patricia Bossy, conseillère de qualité macrobiotique, pratique le décodage biologique. Enfin, ils sont 3 à avoir un avis neutre sur la question. Lilian Ceballos, biologiste et pharmacien, spécialiste des OGM. Jérôme Darcy, naturopathe iridologue, spécialisé dans l'alimentation hypotoxique. Claude Trax, écrivain, fondateur d'Éveil et Action. La question du crudivorisme m'a progressivement amené à d'autres sujets, que sont l'instinctothérapie et l'alimentation biologique. Nous verrons ensuite quelques conseils sur les façons de s'alimenter et les problèmes concernant le pain blanc industriel et le lait de vache. Enfin, nous aborderons la dimension énergétique de l'alimentation et ses répercussions sur le plan émotionnel. C'est ici, au marché bio des Arceaux à Montpellier, que j'ai rendez-vous avec Emmanuel, diplômé en naturopathie et qui mange cru depuis 6 ans. Quelle proportion de cru vous avez dans votre alimentation? Bonne question, je sais pas. 5? Même pas 5%. Oui, je dirais approximativement 10%. À peu près 10%. 10%. Quelle proportion de cru vous avez dans votre alimentation, vous? À peu près 15. 20-25%. Moi, j'irais 20-30%, 30%. 40%, je dirais. 50%. 50%. Plus de 50%. 60%. Moi j'essaie d'en avoir au moins 70-80%. En naturopathie, on donne à peu près, on propose une alimentation essentiellement crue, évidemment, à 80% et 20% d'aliments cuits. C'est, disons, la proportion idéale. Maintenant, là encore, bon, en fonction des personnes qu'on rencontre, il y a des gens qui supportent mal le cru pour des problèmes essentiellement digestifs.
Là encore, l'importance de l'individualisation est primordiale. Je me suis mis à manger cru parce que je me suis aperçu qu'en mangeant cru, j'avais pas de coup de barre après le repas, j'avais pas une fatigue après le repas comme j'en avais habituellement. Et puis il y a même une notion de joie en fait, c'est-à-dire que quand je mange cru, j'ai un plaisir, j'ai une joie que j'ai pas quand je mange cuit. Encore en plus, bien sûr, si je vais manger directement sur un arbre, des fruits que je vais cueillir, plus ce sera frais, plus je sentirai ce plaisir à manger un aliment vivant, avec une sensation de me sentir relié à quelque chose de vivant, quoi. Voilà. L'intérêt de manger cru, déjà il y a un truc très simple, c'est qu'il n'y a ni cuisine ni vaisselle, quoi. Donc ça simplifie vachement la vie. Et puis c'est surtout la jouissance. C'est hyper bon. Il y a un bonheur à manger qui est étonnant parce qu'en fait, quand on dit aux gens qu'on mange cru, ils se disent bah oui mais tu te prives de ceci, tu te prives de cela, ça paraît austère, ça paraît un sacrifice, une ascèse, tout ça. En fait c'est tout le contraire. On découvre des quantités d'aliments, de fruits, légumes et autres qu'on ne connaissait pas, et c'est une jouissance indescriptible. Moi c'est fondamentalement par gourmandise que je mange cru. Ce qui étonne beaucoup les gens, parce que pour eux, gourmandise, c'est les gâteaux, tu vois, c'est la pizza, tout ça. Bon, et pour moi, la gourmandise, c'est de manger des fruits, des légumes tels qu'ils sont dans la nature et qui ont un goût incomparable, quoi. Alors il y a des études qui ont été faites sur la pyrolyse des aliments, pyrolyse qui veut dire simplement la cuisson, qui révélaient que les molécules qui donnaient le plus de goût, qui donnaient le meilleur goût, je dirais, aux aliments quand on les cuit, étaient justement des molécules qui étaient pathogènes, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et autres maladies. Et effectivement, la vie, semble-t-il, s'est équilibrée, enfin en tout cas pour le mammifère, s'était équilibrée autour de 35-40 degrés. En dessous de 35 degrés, l'organisme ne peut plus vivre, parce qu'il ne peut pas, son métabolisme ne peut pas fonctionner. Et au-dessus de 42 degrés, ou 41 degrés, l'organisme ne peut plus gérer non plus ce métabolisme. Donc il semblerait que les molécules qui ne sont pas chauffées à plus de 40 degrés, où il n'y a pas eu de dénaturation, de cassure, correspondent le mieux au métabolisme du corps. Donc le corps ensuite peut ingérer cet aliment, il utilise toutes les molécules en gérant tout, c'est-à-dire ce dont il n'a pas besoin, il va l'évacuer, et tout ce dont il aura besoin, il va pouvoir le reprendre. Alors durant mes études de naturopathie, j'ai appris, entre autres choses, que le fait de manger cuit provoquait, après le repas, ce qu'on appelle une hyperleucocytose post-prandiale. Donc une hyperproduction de leucocytes après le repas. C'est un système de défense du corps. Donc si le corps se sent agressé quand on mange cuit, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas naturel en fait, qui est contre nature. Quand on mange des molécules qui ne correspondent pas à notre corps, eh bien le corps va d'abord réagir contre ces molécules. S'il y a trop de molécules, trop souvent de ces molécules, le corps, je dirais, va se mettre en pause, processus qu'on appelle une rentrée en tolérance. Et à partir de ce moment-là, on pourra continuer à ingérer ces molécules dites toxines, et le corps ne réagira plus jusqu'au moment où il tombera malade, éventuellement, où il y aura un virus, où il va donc essayer à ce moment-là de sortir ces molécules. Pourquoi ça pose un souci? Ça pose un souci parce que la structure de la molécule est un petit peu changée. C'est comme une clé dont il y aurait légèrement changé une des dents. Le corps va toujours utiliser cette molécule parce qu'il en a besoin. Il va la mettre dans le trou, je dirais, équivalent à la position. J'utilise le trou pour surtout le symbole de la clé. C'est comme une clé qui va rentrer. Mais le problème, c'est que comme la molécule est changement différent, la clé pourrait casser et rester dedans. Et c'est ce qu'il se passe. D'ailleurs, quand on commence à manger cru,
après 3 jours, notre corps commence à remplacer toutes les molécules du corps et va aller remplacer toutes les molécules cuites par des molécules crues. Et la plupart des gens qui font ça connaissent très bien. Pendant 3, 4, 5, 6 jours, on va avoir une période de détoxination qui est très fatigante. Parce que ça va sortir, on va faire pipi jaune, on va être très fatigué et tout ça. Si tout d'un coup on change radicalement d'alimentation et qu'on supprime totalement un aliment de sa plage alimentaire, eh bien il va y avoir aussi des rémissions, si on a une maladie, pour autant que cette maladie soit due à cette molécule. Et donc il y aura une sortie de tolérance où on va avoir plus ou moins les mêmes symptômes que lors de la rentrée en tolérance, parce que les molécules vont être libérées des cellules, donc circuler dans le sang, circuler dans le cerveau, et donc donner des désagréments du même ordre que lorsqu'on est ingéré pour la première fois ou pour les premières fois ces toxines. Et disons que j'ai mis 2 ans, contrairement à ce que font par exemple les instinctos qui passent du jour au lendemain du cuit au cru avec tous les problèmes de détoxination que ça présente. Moi j'ai jamais eu de problème de détoxination parce que je l'ai fait comme je le sentais, à ma mesure, progressivement, en faisant mes petites expériences. La majorité des produits frais, par exemple, ont des vitamines ou des produits qui vont être perdus par la cuisson. D'autre part, la majorité des molécules qui forment les aliments vont être modifiées chimiquement dans leur structure avec des températures à partir de 50 ou 60 degrés, tout simplement parce que la chaleur apporte de l'énergie qui permet à des réactions chimiques de s'opérer. Donc il peut y avoir fabrication de certaines molécules qui sont liées à ces réactions chimiques. Par exemple, la réaction de Maillard qui va générer en fait les molécules de Maillard, qui sont ces molécules qui donnent une couleur brune aux pâtisseries, au thé, au café, au chocolat, et qui sont présentes dans beaucoup d'aliments et utilisées par l'industrie agroalimentaire d'ailleurs pour des notions de flaveur ou de goût ou d'aspect, même par exemple le côté doré des pâtisseries, tout ça, c'est lié à la présence de molécules de Maillard. Je pense que dans une manière idéale, l'être humain est fait uniquement pour manger tout ce qui se trouve dans la nature, dans leur état naturel. C'est pour ça que nos corps ont été fabriqués, à savoir que nos corps ont la recette chimique pour métaboliser tout élément qu'il y a dans la nature, dans son élément naturel. Je prends quelques exemples. Tu as une pêche qui tombe d'un arbre, elle est délicieuse, elle est fantastique, tu la manges, il n'y a pas photo. La nature est bien faite. Par exemple, si tu vas prendre du café à son état naturel, ou du cacao, eh bien si tu vas le manger, tu vas tout recracher parce que c'est un goût dégueulasse, parce que ce sont des poisons en fait. On va plutôt dire des médicaments, le cas du cacao et du chocolat, mais disons à utiliser avec parcimonie, et c'est vrai qu'à la fois ce n'est pas fait parce que justement, la preuve justement, c'est que tu as ce goût qui va être insupportable. Dans cet exemple précis du cacao par exemple, le cacao, encore une fois, l'état original, c'est dégueulasse. C'est super mauvais, on le recrache. C'est bien fait. Si on le chauffe, on va déformer la molécule et c'est ce qu'on appelle les molécules de Maillard, en fait. On va arriver à ce stade de molécules déformées et c'est là où c'est vicieux, ça va changer le goût. Donc, effectivement, le cacao va devenir quelque chose de super bon au goût, mais c'est toujours aussi, entre guillemets, nocif. J'appellerais ça plutôt, dans le cas du cacao, un médicament. Le cacao est un médicament qui, dans certains cas, peuvent être bénéfiques, mais tout médicament que tu prends tous les jours est un poison. Alors, bon, les molécules de Maillard en général, pas spécifiquement les molécules de Maillard, mais toute combustion, tout chauffage en fait, va amener des molécules très oxydées, ce qu'on appelle des goudrons, des molécules très complexes chimiquement. Et ça, même c'est admis parfaitement par la science occidentale, ces molécules sont cancérigènes, par exemple les benzopyrènes, les polycycles aromatiques, ce genre de molécules qui peuvent se dégager dans des cuissons extrêmes à partir de certaines températures, vont effectivement avoir un impact négatif sur la santé, puisqu'en fait ils sont cancérigènes, très profondément cancérigènes. C'est ces mêmes molécules qu'on retrouve dans la fumée de cigarette d'ailleurs. Toute combustion, potentiellement, va amener des molécules comme ça qui sont parfaitement dangereuses. Ce qui est quand même très généralement admis, c'est que des cuissons excessives en tout cas sont très largement à éviter.
Les nutritionnistes s'accordent en partie avec la pensée des crudivores, car ils conseillent de manger en grande partie des fruits et légumes crus et frais chaque jour. Cependant, certains courants de l'alimentation comme la macrobiotique et la médecine chinoise ne vont pas dans le sens des crudivores et insistent sur l'importance des apports de produits cuits, comme les légumineuses et les céréales. Les Chinois, et l'approche dans cette optique-là, nous disent qu'il est évident que si on mange cuit, même s'il y a des déperditions d'enzymes, même s'il y a des déperditions vitaminiques, si on mange cuit, on va moins fatiguer, et chaud, on va moins fatiguer le feu de la rate. C'est-à-dire la rate, imaginez-vous le feu qui est sous le chaudron, qui est l'estomac. On appelle ça le réchauffeur moyen. Le réchauffeur moyen, c'est foie, vésicule biliaire, estomac, rate, pancréas. C'est le lieu où va se transmuter en énergie l'alimentation que l'on prend. J'observe des gens en instinctothérapie, en cru, dans toutes sortes de nourriture. Et ce que j'ai remarqué, du lieu de ma petite expérience, c'est que tout a un sens. Simplement, faut voir si faut prolonger les choses ou pas. Parce que c'est-à-dire quand on a une condition trop yang et qu'on se met à manger du cru ou à l'instinct, ça peut être intéressant dans un premier temps. Mais si on rebascule tout d'un coup sur une énergie trop yin ou trop yang, il y a un moment donné où le corps il va pas s'y retrouver. Après d'ailleurs, je donne un conseil important. Manger cru et tout, c'est assez difficile, mais on peut y arriver. Par contre, il faut faire très attention sur les rechutes. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je touche plus trop à ça. Parce que quand j'ai fait mes périodes de cru ou mes périodes de jeûne, après je faisais des rechutes, je devenais boulimique. Et ça, pour l'organisme, c'est pas très bon. Si on écoute les tenants de l'agro-industrie, par exemple, il est évident que dans certains cas, la cuisson de certains aliments qui contiennent une molécule toxique, par exemple, si cette molécule toxique est dégradée, comme c'est souvent le cas par la chaleur, eh bien, effectivement, le fait de cuire la molécule toxique va la détruire. Et donc, des aliments qui, à l'état frais, étaient toxiques pour l'homme, vont pouvoir être consommés à l'état cuit. Donc voilà, si on veut l'avantage principal que pourrait avoir la cuisson. Et donc, si on se réfère à la vision classique du monde occidental, ça augmente aussi l'efficacité, si vous voulez, d'utilisation des molécules. En gros, en les cuisant, l'homme arrive à retirer plus d'énergie que sans les cuire. Si vous prenez par exemple une carotte, c'est essentiellement de la cellulose. Quand vous allez cuire la carotte, vous allez perdre les vitamines qui vont être dégradées par la chaleur. Mais par contre, la cellulose, qui est un sucre très complexe, va être dégradée en sucre beaucoup plus simple que l'homme peut assimiler, alors que seules les vaches peuvent assimiler la cellulose. Donc dans ce cas-là, si on veut retirer de l'énergie, si vous voulez, de la carotte, il vaut mieux la faire cuire. À mon avis, par rapport à un équilibre, puisque c'est toujours l'équilibre, si on se base sur cette optique-là, le fait de manger en permanence cru n'est pas forcément bon. Mais ça peut être bon si le mental et la spiritualité de l'individu compensent. Et on n'est pas que de la viande. Et n'oublions pas, la nutrition est aussi spirituelle. À une époque, j'ai cuisiné façon macrobiotique, donc yanguisé. Tu coupes les légumes fins et tu les remues sur feu vif, sans huile. Après, tu mets un peu d'eau, tu mets au ralenti. Après, il y a la cuisson au citron, la cuisson au tamari, qui est pratiquement la même, mais sans le feu. Et après, bon, bah, tu réduis tes aliments fins. Et tu salives bien, quoi. Et ça, c'est la meilleure méthode. Manger cru. Bien saliver. Les éléments, il faut. Si t'as une bonne dentition, donc il faut mâcher très longtemps. Si t'as pas une bonne dentition, il faut tout couper très fin, ou broyer, faire une pâte, une purée, quoi. Et après, tu salives bien. Alors, le fait de manger cru, pour moi, je le compare un petit peu aussi au fait de jeûner, c'est-à-dire que après un jeûne, on retrouve une acuité au niveau des goûts, au niveau des sens, au niveau de l'odorat, qui est très forte. Et je pense qu'on a une capacité ensuite à choisir ces aliments
en fonction de ce dont notre corps a besoin, et aussi à s'arrêter de manger quand notre corps n'en a plus besoin. En mangeant cru, je pense que j'ai retrouvé une sensibilité, une acuité, une capacité à sentir les signaux de mon corps qui est beaucoup plus forte. Et finalement à me sentir plus en intimité avec le côté instinctif de mon corps et pouvoir donc choisir les aliments dont j'ai besoin pour être en forme, tout simplement. Lani chakamanga masuandwangamba kalani chakamange masuandwangamba miredi Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mangent uniquement cru, en fait, sur Terre? Il y a des gens... Non, je savais pas. Non. Vu qu'on avait inventé le feu, je pensais que c'était passé, oui. Parmi les crudivores, un des intervenants a suivi un mouvement né en France dans les années 60, à l'initiative de Guy-Claude Burger, appelé instinctothérapie. Au départ, en fait, celui qui a découvert l'instinctothérapie, qui s'appelle Guy-Claude Burger, était lui-même musicien, violoncelliste. Il jouait à l'étranger, il n'aimait pas aller au restaurant, c'était aux États-Unis si j'ai bonne mémoire, il n'aimait pas aller au restaurant pour manger tout ce qu'on lui proposait. Et donc il avait acheté dans un magasin bio quelques produits crus comme ça. Et il mangeait un chou rouge un soir et il a trouvé ça excellent, il a trouvé ça sucré, juteux, et vraiment il a trouvé ça très bon. Puis il dit pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ça simplement comme ça. Et puis le lendemain, il a voulu remanger de nouveau ce bon chou rouge. Et puis le goût n'était plus du tout le même, ça piquait, c'était insipide, pas du tout intéressant. Donc il s'est dit, le chou a vieilli, entre hier et aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Et puis quelques jours après, il avait encore ce chou qu'il n'avait pas jeté. Il a de nouveau goûté, il a retrouvé, comme au premier jour, un goût sucré, agréable, parfumé. Alors il s'est dit, si c'est pas le chou rouge qui a rajeuni, c'est mon corps, mes papilles qui arrivent à en tirer un plaisir plus important, à nouveau. Donc c'est qu'il y a eu un changement dans mon organisme et que le produit, en fait, mon organisme est attiré par ce produit-là, et donc c'est le plaisir qui va me diriger vers ce produit. Et donc selon le besoin du corps, on aura du plaisir un jour, pas de plaisir un lendemain, et puis de nouveau plus tard retrouver un plus grand plaisir ou un plus petit plaisir. Et si on prend par exemple une des personnes qui a le plus fait parler de l'instinctothérapie en France, c'est Burger, ce qui est sûr c'est qu'il dérangeait beaucoup, et notamment parce qu'il disait on peut guérir le sida en mangeant cru. Et c'est la vérité. Mais attention, pas que en mangeant cru. Il faut aligner aussi tout le reste. Ça c'est la base qui n'est pas forcément... Les instinctos, ils se sont, on pourrait dire, accaparés de cette vision, mais cette vision, elle est là d'une façon évidente pour toutes les façons de manger, quoi. Et dès que tu perds cette façon de manger, à ce moment-là, tu deviens malade. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où on réalisera qu'on peut guérir des maladies, moi si je suis malade, je ne jeûne pas, je mange que des fruits. Et je guéris en général en 24 heures, quelle que soit ma maladie, ou en 48 heures au pire. On a plus tendance aujourd'hui, je dirais, à faire confiance à une alimentation toute faite, toute préparée. On s'investit plus. Je dirais, on n'est plus à l'écoute de soi-même. On est à l'écoute de l'extérieur. On se nourrit en fonction, je dirais, des grandes tendances, du temps, de la société en général. Et on perd forcément ce contact. Je dirais qu'il y a une rupture de communication, et toute rupture de communication amène finalement des désordres. Que ce soit des ruptures de communication avec l'extérieur ou avec nous-mêmes tout simplement. Et je ne suis pas là de penser que la maladie, d'une façon générale, est essentiellement due à une rupture de communication. Et on rejoint ce problème alimentaire. C'est-à-dire qu'on s'est coupé, je dirais, de notre environnement naturel, on s'est coupé du dialogue qu'on pouvait avoir d'abord avec soi-même, et puis ensuite avec l'extérieur, et notre alimentation, il l'illustre parfaitement. Enfin, l'alimentation moderne en tout cas, il l'illustre parfaitement. Et donc il en a tiré une théorie petit à petit, évidemment ça s'est fait sur des mois, des années, pour arriver à la conclusion qui est toujours ouverte, mais pour le moment il n'a pas encore trouvé mieux, que selon donc le besoin du corps,
il sera attiré par un produit à partir du moment où ce produit est naturel, non transformé, non mélangé. Et donc le corps, via l'odorat, pourra sélectionner un produit plutôt qu'un autre. Donc en fait, cette pratique alimentaire, on sent différents produits pour donc trouver le parfum soit le plus fort ou le plus agréable, ou celui qui persiste alors que d'autres vont diminuer, pour ensuite trouver donc l'aliment qui serait le plus demandé par notre corps. On en consomme ensuite jusqu'à un changement qu'on appelle l'aliesthésie, un changement de sensation qui n'est pas seulement un changement de goût, mais qui peut être aussi la réplétion, qui peut être quelque chose de difficile à mastiquer, donc c'est pas seulement le goût mais un changement. Le principe de l'instincto, c'est de dire que si je veux un fruit, je le sens d'abord. Et s'il sent bon, c'est qu'il est bon pour moi. Et ça, je l'ai testé, c'est extraordinaire, ça marche très bien. Le principe, c'est que les odeurs, en fait, c'est déjà quelques molécules qu'on ingurgite. En fait, on ingurgite des molécules par l'odeur. Donc, effectivement, quand on va sentir si une pêche sent bon, c'est que notre corps la veut. Donc, l'idée, effectivement, à la psychothérapie, tu vas sentir toutes les choses. C'est pas uniquement ton envie. Voilà, ici j'ai un petit choix de fruits donc, que l'on trouve dans nos marchés bio, dans nos magasins bio. Au début, on préconise pour les gens qui commencent de légèrement, éventuellement, gratter le fruit, l'ouvrir légèrement, de le réchauffer un petit peu pour que l'arôme puisse, pour que les essences puissent s'en dégager plus facilement, ou de gratter légèrement par exemple l'orange, ouvrir la banane par exemple. Donc je sens chaque produit pour voir ceux qui sentent de façon agréable et ceux qui ne sont pas agréables. Par exemple la banane pour moi c'est la seconde fois que je ne sens plus du tout, donc je l'élimine. Les kiwis sont très faiblement mais en plus pas agréablement, donc je l'élimine. Celui-ci ne sent pas donc je l'élimine. L'orange sent toujours. La pomme sent fort, sucrée, mais je dirais sélectionnée, je n'en perçois pas, je dirais, les arômes agréables. La mangue sent faiblement, et le pamplemousse sent agréablement. L'orange aussi. L'orange c'est bien atténué, et je sens encore mais plus l'aspect positif. Alors que le pamplemousse, au contraire, je sens de plus en plus son aspect positif. Donc voilà, ici assez clair, pour moi donc le pamplemousse semble être l'aliment qui correspond le plus aux besoins actuels de mon corps, qui ne sera pas le même dans une heure ou qui ne sera pas le même dans un jour ou dans un mois, et donc je vais le consulter. Voilà. Je coupe en quartier parce que ça permet d'avoir un meilleur contact avec la peau et il peut y avoir un commencement de picotement grâce à la peau, je dirais, non pas à cause de la peau mais grâce à la peau. Ce picotement, c'est déjà une aliesthésie, c'est-à-dire un changement de sensation qui me signalera que mon corps en a suffisamment et que je peux donc arrêter d'en consommer. Alors là, justement, je sens un petit peu le picotement. Je dois avouer que tout à l'heure, j'ai déjà consommé un pamplemousse. Donc, en fait, maintenant, mon corps me signale que j'en ai assez. Eh bien, je vais simplement arrêter, donc ne pas consommer le fruit qui est entamé. Je crois qu'il faut qu'on redéveloppe aussi cette dimension qu'on a beaucoup perdue, qui est l'intuition, qui est l'instinct. Je pense que au même titre qu'on peut sentir des affinités avec une personne, on peut ressentir des affinités avec un aliment spécifique. Ça, c'est important. Je l'ai expérimenté moi-même. Il y a des choses qu'on sent, et je pense qu'il faut effectivement recultiver un peu cette dimension qu'on a perdue, qui est celle finalement de l'intuition, de l'instinct, de la communication entre l'aliment originel, on va dire. Hein.
C'est important. Et c'est vrai qu'il y a je dirais un gros défaut à cette pratique alimentaire, c'est que on ne trouve pas suffisamment de produits vraiment sauvages. Et donc on consomme des produits qui sont trop sélectionnés. Et donc comme ils ont été sélectionnés depuis des milliers d'années par l'humain qui lui-même consommait des produits transformés, par exemple pour la mangue, lorsqu'on commence à manger une mangue une mangue sauvage et qu'on mange cuit en même temps, au niveau historique, petit à petit on va de moins en moins être attiré par la mangue sauvage parce que notre corps est en surcharge et donc ne sera plus attiré par la mangue. Par exemple, même si je fais une mangue, que je mélange une mangue avec, je sais pas moi, des fines herbes ou du citron ou quoi que ce soit, je vais pouvoir en consommer plus que ce que mon corps aura besoin. Et donc, si je veux ensuite consommer une mangue seule, elle ne sera pas bonne, puisque mon corps est déjà en surcharge. Donc je vais sélectionner petit à petit, trouver des arbres qui me permettent de consommer, d'en consommer malgré que mon corps est en surcharge. Allez, je dirais que l'instincto en fait n'est pas, comment dire, il n'y a pas vraiment une règle imposée, c'est plutôt une question. Quel serait l'aliment qui correspondrait à notre instinct pour autant que notre instinct puisse encore fonctionner et quelles sont la procédure, quels sont les modes d'alimentation qui correspondent le plus à ces aliments et à cet instinct ou à ce processus alimentaire. Kalani chakamanga masuandwangamba, kalani chakamange masuandwangamba. Vas-y, Est-ce que vous achetez des produits bio? Non, pas trop. Déjà, trop cher. Et je sais pas Oui, il m'arrive, mais ils sont beaucoup trop chers pour un budget de tous les jours, mais il m'arrive d'en acheter, oui. J'y pense pas, et puis c'est relativement cher en fait. Moi, ça m'arrive, mais très peu parce que c'est quand même cher. Donc effectivement, ça peut m'arriver, mais c'est assez rare. Est-ce que les produits bio, souvent on reproche, on dit que les produits bio sont plus chers? Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça veut dire que ça dépend quoi et quel moment de l'année. Parce que il y a certaines choses en bio, ils sont plus gras et puis après il y a les autres choses, je sais pas, les tomates, les courgettes, les trucs comme ça. C'est au même prix si ça n'est pas moins cher par contre. Mais il y a autre chose, comme les carottes et tout, c'est plus cher parce que c'est vraiment énormément plus de boulot. Il y a tout qui est désherbage, le mec qui fait ça en chimie, il faut des herbants, et on est pour 5 minutes pour faire un demi-hectare et nous on est pour 5 jours. C'est important de manger bio aussi si on peut se le permettre. Et à la critique, oui mais le bio c'est plus cher, eh bien la réponse est très simple, oui mais il est rapport qualité-prix beaucoup plus nutritif. Donc en fait il n'est pas plus cher, il est moins cher au niveau énergétique et tout. Et c'est aussi ce qu'il faut petit à petit expliquer aux gens, c'est que la première raison c'est pas de manger du bio parce que c'est bon pour la santé, mais c'est parce qu'il faut absolument arrêter de polluer les sols et de mettre des engrais. C'est ça la première raison pour manger bio. Parce que sinon, là, on est en train de se torpiller, on est en train de polluer les nappes phréatiques et le problème, là, il y a un sérieux défi. Donc, le vrai défi, il est là. Et ce qui est important aussi, à mon avis, c'est d'aller à des sources d'approvisionnement bio, donc qui respectent la planète. D'éviter les hypermarchés, d'éviter les magasins comme ça où ils vendent des saloperies chimiques, quoi. Donc, c'est un acte également militant que de donner son argent à des agriculteurs, indirectement par le Biocoop, qui respectent la terre. Non seulement il s'agit de son propre corps, éviter de s'empoisonner, mais éviter d'empoisonner la terre. Donc pour moi, manger bio, c'est un acte non seulement de santé, mais c'est un acte militant. Et ça, les militants politiques et autres, ils n'y sont pas assez sensibilisés à cette question. C'est un acte militant, c'est le pouvoir du portefeuille, donner son argent à des entreprises et à des paysans, des agriculteurs qui n'empoisonnent pas la terre. C'est extrêmement important. Les produits bio? Ouais. Pas spécialement. Non. Je suis un ancien agriculteur et j'achète du bio. D'accord. Je sais ce que c'est que l'agriculture qui n'est pas bio.
C'est des pesticides à des taux qu'on ne dit pas. C'est des entrées sur le territoire français de produits qui ne sont pas aux normes. Et c'est aussi pourquoi je conseille aux gens de manger biologique. Pourquoi? Parce que avant tout de respecter la terre. Parce que si on ne respecte pas la terre, c'est comme si notre corps, le corps de la terre, était aussi notre corps. Et si on n'est plus à l'unisson entre le corps, notre corps, et le corps de la terre, où va-t-on? Et si tu consommes une nourriture qui est trop transformée, il n'y a plus de vitalité. Et donc tu manges beaucoup. Si effectivement tu es disturbé, si admettons tu fais un métier qui ne te plaît pas, tu compenses, tu cherches un plaisir. Et si tu recherches le plaisir dans la nourriture, alors là tu es perdu. Normalement la nourriture, que tu absorbes, lorsqu'elle est nécessaire à tes cellules, c'est un plaisir de la voir, c'est un plaisir de la sentir, c'est un plaisir après de l'absorber, en dernier quoi. Mais tu es déjà nourri de la voir, de la sentir. Par rapport à notre configuration physique, la meilleure façon de consommer, ça serait assis comme ça, en demi-lotus, ou accroupi. Quand tu manges accroupi, impossible à se faire un gros bide. Donc, pour les gens qui ont tendance à manger beaucoup, ce serait la solution rêvée, sans dépenses inutiles. C'est intuitivement la sagesse de nos parents, tout ça, qui nous disait de manger assis à table, tout ça, de manger lentement, qu'on en profite. C'est clair que quand, par exemple, on mange lentement, la même quantité de nourriture, je veux dire, on va avoir une plus grande satiété, moins de faim. Ouais, on a l'impression d'être plus rempli, quoi, que si on mange rapidement. Hein. Et bon, ça c'est clair que c'est une observation comportementale qu'on peut avoir. Beaucoup de jeunes mangent à toute vitesse des McDo et demi-heure après ils ont faim à nouveau et il faut qu'ils reconsomment quelque chose, une barre de Mars ou. Donc c'est clair que la vitesse, le contexte de la prise alimentaire, de la condition dans laquelle on mange, ça doit probablement influer même sur ces quantités d'énergie qu'il faut développer. Si tu bois un peu avant, ça te permet d'avoir une salive plus abondante. Par contre, si tu bois pendant, ou juste un petit peu avant manger, t'as l'estomac. Ça c'est bien pour les gens qui sont gros, qui veulent diminuer leur besoin alimentaire. Alors à ce moment, on leur conseille de prendre, juste avant de manger, un demi-litre d'eau légèrement citronnée par exemple, ce qui fait qu'ils ont la sensation de être plein, il suffit qu'ils mangent un peu dessus, ils sont gavés. Donc ils arrêtent, quoi. Ça les aide au début. Mais pour quelqu'un qui est normal, on pourrait dire, il faut pas boire juste avant de manger, ni après. Et surtout pas pendant. Alors, en médecine chinoise, la boisson est tout un problème. En principe, il vaut mieux éviter de boire pendant les repas, mais non seulement de boire, mais quand on boit, c'est de boire chaud et tiède, ou tiède. Et souvent, le fait de boire chaud ou tiède, avec un apport dans l'eau plate, chauffée, de condiments, d'épices, toujours la même histoire. Et la bonne vieille soupe au gingembre, c'est de l'eau plate qu'on chauffe, dans laquelle on met des copeaux de gingembre, à la rigueur une ou deux blancs de poulet qu'on fait chauffer comme ça. Donc il est évident, les Chinois disent buvez chaud et votre ventre vous remerciera. Il faudrait d'une part que chacun soit capable un peu d'évaluer sa dépense énergétique de la journée en fonction de son alimentation. Ce que j'ai derrière la tête, c'est que c'est pas moral ce que je dis, mais si on consomme tous les jours 4000, 5000 calories journée, hein, pour quelqu'un qui a une activité de bureau et qui ne fait aucun effort physique, c'est évident qu'on est très largement au-dessus des besoins calorifiques qu'on a pour son activité. Hein.
Moi, je conseillerais à personne de passer du jour au lendemain d'une nourriture classique, crue, cuite et parfois chimique, à une nourriture crue. Moi, je crois que c'est à chacun de faire comme il le sent. Il n'y a pas une vérité générale, c'est à chacun de sentir ce qui lui convient. Et surtout, ce qui est important, à mon avis, c'est pas de prêter foi à des systèmes, à des théories, à des dogmes, à des doctrines, et surtout pas de les suivre servilement, mais de faire ses propres expériences et d'arriver à sa propre vérité. C'est ce qui me paraît l'essentiel dans ce domaine comme en tout domaine, d'être son propre maître, d'être autonome, et de s'en remettre à son propre jugement. Quand on mange et qu'on mastique énormément, on peut apprendre d'une autre manière qu'avec son mental ou avec la tête. Ça ne veut pas dire que le mental n'a pas sa nécessité. Tout a une nécessité. Simplement, le mental est au service du cœur, et non pas le mental écrase le cœur. Ouais, disons que le fait de mâcher longuement, ça te met dans une sorte de méditation, une sorte de communion avec la nourriture. Donc cette nourriture, après, elle est plus facilement absorbée, quoi. L'estomac, lui, il est fait pour recevoir de la nourriture liquide, ou au pire, en pâte. Donc la dentition, elle est là pour ça, quoi. Vous avez vu que les Chinois ont quand même ont eu l'idée de couper très très fin, que ce soit viande, légumes. Il y a beaucoup de julienne et d'émincé. Et on ne trouve pas la grosse tranche de bœuf de 1,5 kg à se baffrer avec une sauce roquefort. Ça n'existe pas vraiment, même s'il y a en diététique chinoise, en nutrition chinoise. Donc il y a déjà quand même, si ce n'est pas le fait de manger, le fait de préparer, on retrouve dans l'art culinaire beaucoup de choses en émincé pour une meilleure assimilation, c'est sûr. Le temps que la nourriture elle réside dans la bouche, les papilles gustatives, elles font les tests. Et le pancréas, le foie, sécrète les acides. Il prépare les éléments pour la digestion, pour l'absorption. Si tu avales qu'on appelle ça glutument, comme on dit, glutument. Et ben, tu n'as plus qu'à boire un litre d'eau pour faire passer ça, et puis après, t'as mal au foie, t'as des reins détraqués. Alors que si tu salives, si tu manges lentement, tu manges peu, mais ton corps il absorbe bien les aliments. Et par contre, il y a un ordre de bienséance d'absorption. Par exemple, il faut commencer par les fruits. Tu manges un fruit, admettons si tu veux préparer une salade ou un truc comme ça, tu manges tes fruits. Donc tu les salives. Et des fruits, tant qu'à faire, mûrs. Si c'est des fruits verts, c'est pas nourrissant, quoi. Hein. T'es pas satisfait au niveau. Tu peux être satisfait intentionnellement, mais t'es pas satisfait au niveau cellulairement. Après, tu passes aux feuilles, aux racines, aux légumineuses et aux céréales. Si tu manges dans ce sens-là, tu digères tout très bien. Tu fais pas de dépôt de graisse. Et ton système digestif, il est jamais fatigué. Ça se passe bien, quoi. Il y a des aberrations, ça rejoint un peu Maillard aussi, les molécules de Maillard, tout ça. Il y a des aberrations diététiques de l'ordre, mélanger beaucoup de graisse avec beaucoup de sucre, par exemple, ce qu'on retrouve dans la majorité des produits agroalimentaires, et qui est une hérésie diététique. Il faut pas supprimer les graisses, il faut pas supprimer les sucres, il faut pas les consommer en même temps, c'est tout. Je veux dire, il y a des notions de diététique fondamentales qui sont très largement ignorées par la composition des aliments produits par le système agroalimentaire. Il y a un minimum, ça, à mon avis, ça devrait être appris à la maternelle. Savoir, par exemple, une carotte, qu'est-ce qu'elle apporte, un poireau, qu'est-ce qu'il apporte, une herbe, qu'est-ce qu'elle apporte. Pour pouvoir, en cas de besoin, toi, savoir qu'est-ce que tu dois consommer. Après, bon, une fois que tu as pris l'habitude d'avoir une nourriture relativement simple, de manger peu, tu es tenté à aller à la nourriture qui te convient, réellement, et pas à celle qui va te faire plaisir ou qui est de mode actuellement à manger.
tout ça, ça montre bien quand même qu'il y a un lien. La diététique est importante parce qu'il y a un lien réel entre l'alimentation, hein, ce qu'on mange, la quantité qu'on mange, la qualité de ce qu'on mange, comment on le mange, est-ce qu'on le mange assis en prenant son temps ou est-ce qu'on le mange dans le métro debout en courant ou je ne sais quoi. Il va y avoir une relation donc entre ce qu'on mange et comment on le mange et éventuellement notre santé individuelle, le fait que on a une digestion ou tel problème passager ou plus répété ou plus chronique en fait, et qui parfois est lié à notre diététique. Et là, je suis pas directement médecin, mais il me paraît évident pour beaucoup de problèmes de médecine générale qui en apparence n'ont pas de rapport direct à l'alimentation, par exemple certaines insomnies, des choses comme ça, c'est très souvent plus lié à une déficience d'hygiène diététique qu'à un vrai problème de sommeil, qu'à un vrai problème d'insomnie. Je suis pas convaincu que tous les médecins généralistes qui reçoivent ce genre de plaintes et ce genre de demandes de la part de leurs patients aient toujours le réflexe et les connaissances pour faire un lien, envisager en tout cas l'impact diététique et d'une hygiène de vie globale que certaines mesures pourraient avoir sur la santé de leurs patients, sans avoir recours à des molécules toxiques ou voilà. Et pour évacuer, évidemment, pareil, tu vois. Par exemple, s'asseoir sur un siège, donc à l'horizontale, pour évacuer, alors que notre système d'intestin, il est fait pour évacuer les fesses au ras du sol, ben, du coup, ça coince, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens, j'ai remarqué, moi, lorsque je vais en visite chez des personnes, ça m'arrive très rarement d'aller dans un toilette, si ce n'est m'accroupir pour vider ma vessie. Autrement, je préfère aller dehors, redonner à la nature ce qu'elle m'a donné, quoi. Mais j'ai remarqué qu'ils ont des livres dans leur toilette. Et ça m'a carqué, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils lisent dans leur toilette, ça? Et après, j'ai su que la plupart des gens étaient constipés, ils mettaient du temps à vider leur truc. Alors que si ils s'accroupissaient sur le toilette, ils n'auraient pas besoin d'avoir de livres dans leur toilette. Ça irait plus vite. C'est un non-sens de vider ses intestins assis, quoi. On a quatre céréales de base qui sont riches en gluten, comme le blé, l'avoine, le seigle par exemple, et l'orge. Donc c'est vrai que là encore, le blé, le gluten en tout cas peut avoir des incidences essentiellement sur des pathologies digestives. Il y a des gens qui sont complètement intolérants au gluten et qui manifestent des problèmes intestinaux importants. Dès qu'il y a fragilité intestinale, on peut mettre en place effectivement un régime, un réglage alimentaire qui élimine toutes ces sources de gluten. Donc moi à l'époque je mangeais du blé, je mangeais des pâtes, je mangeais du pain. Et en arrêtant de manger toutes les céréales finalement qui peuvent contenir du gluten, je me suis aperçu que j'avais moins de problèmes de douleur au niveau des intestins. Au niveau de l'estomac ça passait assez bien, mais c'est plutôt au niveau des intestins, j'avais mal au ventre en fait après. Et progressivement j'ai arrêté d'en manger, j'en mange plus maintenant, ça fait des années que je mange plus de blé, choses comme ça. Il y a effectivement deux aliments que nous avons supprimés de la plage alimentaire humaine, et ce sont les deux aliments les plus consommés dans notre civilisation, c'est le blé et le lait. Alors le blé pour une raison qui est celle que en fait depuis des milliers d'années
il a été sélectionné, que le nombre de chromosomes ne correspond plus au blé ancien et qu'il y a beaucoup plus de gluten et que le gluten serait cause de pathologie. Le blé, ça paraît difficile à croire, le blé est la plus grande drogue de notre monde moderne. C'est une drogue qui a servi les gens, c'est pour ça qu'en gros on veut nourrir le peuple de pain. On a toujours dit ça, on nourrit le peuple de pain, et c'est vrai que ça cale, une bonne baguette ça cale, mais ça nourrit pas vraiment. Le blé est un excitant. Le blé en fait, et surtout le blé cuit, est un puissant excitant, et pour s'en rendre compte, le seul moyen, c'est de sevrer de blé pendant 21 jours. Pendant 21 jours, tu ne manges pas une molécule de blé. Et mange deux sandwichs à la baguette au pain blanc. Vous allez à la limite pas dormir pendant 24 heures ou avoir des crises d'agressivité, d'énergie et tout, c'est du délire total. Le gluten, bon, tu as des gens qui arrivent à assimiler le gluten, mais ça les amoindrit quand même, ils se fatiguent. Et ils sont énervés 2 heures après l'ingestion, il suffit d'observer quoi. 2 heures après l'ingestion de gluten, il y a une montée d'adrénaline, un énervement. Alors ta personne ne peut pas s'énerver, tu oublies des trucs, tu sais pas ce que tu fais, tu vois, t'es out quoi. C'est un peu la même chose que par rapport au lait également, c'est-à-dire que le blé originel, qui contenait, je pense, 7 ou 8 paires de chromosomes, n'a plus rien à voir avec le blé d'aujourd'hui qui en contient peut-être une trentaine aujourd'hui. Donc notre physiologie ne s'est pas adaptée à cette évolution. C'est-à-dire que notre patrimoine génétique depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, depuis que l'homme est apparu, a dû varier de 1%. Alors que le patrimoine génétique du lait, par exemple, le patrimoine génétique du blé, lui, a été modifié à 100%. Oui, ça a de graves conséquences. Les allergies au gluten, globalement, ont augmenté tout au cours du XXe siècle. Et bon, aujourd'hui, les médecins sont d'avis que ça devient un problème vraiment important au niveau de la population, de la santé publique, parce que le pain, tout simplement, est quand même encore aujourd'hui une base alimentaire. En général, tout le monde mange du pain, quoi. Donc, en fait, le problème, les gens qui aujourd'hui sont allergiques au gluten, ils sont allergiques à des... Les gluten sont des protéines qu'il y a dans les grains, dans le blé par exemple. Et ces protéines peuvent se polymériser, c'est-à-dire devenir de plus en plus grosses. Hein. Et dans le cours du XXe siècle, pour des raisons d'industrialisation de la boulange, le fait que les pâtes devaient passer dans des machines et qu'elles n'étaient plus directement pétries par l'homme, on a développé ce que les industriels appellent des critères de machinabilité, c'est-à-dire on essayait de chercher dans des grains des caractéristiques qui faciliteraient le traitement industriel de la pâte, hein, le passage dans des pétrins automatiques par exemple. Et donc, dans cette optique-là, on s'est aperçu que le fait que les gluten, les variétés de blé qui avaient des gluten, ces protéines très grosses, très polymérisées, passaient mieux, avaient tendance à passer mieux dans les machines. Donc bien entendu, pour des critères industriels, comme tu le disais, on a favorisé ces variétés dans les variétés modernes de blé qui servent à faire le pain, classique, industriel, je veux dire. On a favorisé, bien entendu, ces protéines très grosses qui avaient l'avantage industriel de pouvoir passer très facilement dans des pétrins automatiques. Et au fur et à mesure que donc le pain acheté dans toutes les villes de France et du monde en général, le blé contenait des protéines, donc il y avait des gluten de plus en plus gros. En parallèle, ont augmenté les allergies au gluten. Pour ce qui est du blé, je pense quand même qu'il peut y avoir la possibilité de manger du blé germé ou des céréales germées. Et je ne suis pas sûr que ça pose autant de problèmes que si on les fait cuire. Il y a ce qu'on appelle le pain SN, qui est du blé qui est germé et puis qui est séché, qui est cuit au soleil. Bon, il est à moitié cuit, mais on peut manger du blé germé. Je pense que, personnellement, j'ai senti que le blé germé, ça me posait pas autant de problèmes que les pâtes ou que le pain et choses comme ça. Il y a des expériences qui sont très intéressantes qui ont été accomplies, par exemple par une association en Bretagne qui s'appelle Paris. Cette association réunit des paysans, bien sûr, des agriculteurs qui cultivent des variétés anciennes de blé, des boulangers, des gens qui pétrissent, qui ont retravaillé, bien entendu, qui ont retrouvé des savoir-faire pour
pouvoir retravailler ces variétés anciennes. Et également maintenant certains médecins généralistes et un allergologue qui proposent à des gens qui sont allergiques au gluten, au pain industriel, pour parler clairement, qui leur proposent donc à ces gens de réintroduire, prudemment bien sûr, des pains faits avec ces variétés anciennes de blé qui ont des gluten beaucoup plus petits, bien sûr. Et il se trouve que en fait les gens qui réintroduisent ce pain donc issu de variétés anciennes, pour l'instant majoritairement n'ont aucun problème d'intolérance à ces pains-là, ce qui montre bien que la réaction d'intolérance est probablement liée à un excès de polymérisation de ces protéines, de ces gluten. Et cet excès-là a été sélectionné uniquement dans un but de facilitation industrielle et d'industrialisation justement de l'alimentation. Est-ce que tu bois du lait? Ah oui, bien sûr. Du lait de vache? Bien sûr. Oui, je bois du lait de vache. Pourquoi? Et cru. Je le bois froid, j'aime beaucoup. Beaucoup, parce que par contre c'est dans mon habitude. Quand j'étais petit, je rentrais de l'école, j'ouvrais la boîte de lait et ça descendait, c'était ma boisson. Est-ce que tu bois du lait? Oui, pas souvent. Je le bois en yaourt, en fromage. Pour le petit déjeuner seulement. Pour déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le lait? Le chocolat que je mets dedans. Ah. Les squeaks. Alors j'ai appris également qu'il y avait un souci avec le lactose qu'on trouve dans le lait. Je sais pas exactement d'où vient le problème. Bon, il y a le problème du lactose, mais il faut savoir que le lait est quand même sérieusement dénaturé, c'est-à-dire que il est homogénéisé pour que la crème... En fait, le lait, si on le prend comme ça, aux sorties, juste après la traite, la crème, elle surnage en surface. Donc, pour que le lait soit vendu, les industriels homogénéisent le lait et cette crème, elle est dissoute dans l'ensemble du lait. Certains disent que ça crée un problème au niveau de l'assimilation et que ça peut être mauvais pour la paroi intestinale. Il y a le problème aussi de la cuisson, toujours. Le lait qui est cuit par le lait UHT, en fait, ultra haute température. Donc c'est le lait qui est stérilisé à ultra haute température. Je vois pas comment est-ce qu'un produit comme ça peut encore être bon pour la santé. Et je pense pas qu'on puisse tout mettre dans le même sac, c'est-à-dire dire qu'un lait cru qu'on viendrait de récupérer peut pas être de la même qualité pour la santé qu'un lait qui est mort finalement, qui a été stérilisé, puis qui a été stocké pendant des semaines ou des mois. Voilà, c'est pas possible, c'est pas les mêmes aliments. Oui, alors le lait de vache, en fait, contient beaucoup de facteurs de croissance, de produits qui sont tout simplement des molécules que la vache met dans le lait pour que son petit veau pousse vite. Dans le lait de toutes les femelles, il y a des facteurs de croissance. Ce que par exemple le professeur Joyeux met en cause, c'est que la consommation massive de lait de vache par les petits humains les exposerait donc à ces facteurs de croissance qui ne sont pas strictement nos facteurs de croissance spécifiques de notre espèce humaine. Et donc, cette différence de facteurs de croissance pourrait provoquer des allergies, des phénomènes que par ailleurs on peut constater pour le lait. Le lait de vache, fait pour les veaux. Le lait des mamans est fait pour les enfants jusqu'à un certain âge. Selon certains scientifiques, entre 3 et 6 ans, mais plutôt à 3 ans, parfois certains 6 ou 7, c'est difficile à dire, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'à partir d'un certain âge, très jeune,
on arrête de fabriquer une enzyme qui sert à digérer le lait. Une des enzymes qui permet de digérer le lait, la LDH, est inductible, c'est-à-dire que elle est produite par les nourrissons et jusqu'à quelques années pour digérer le lait, évidemment. Mais après, une fois que le petit animal est sevré, il y a une diminution effectivement de ces substances. Le lait de vache est effectivement un problème pour beaucoup de personnes, même pour les enfants, puisque c'est un lait qui a été, qui n'est plus du tout le même déjà. Hein, c'est un lait industriel, c'est un lait qui a été modifié, qui a changé au cours du temps, et petit à petit, des personnes étaient sensibles justement à ces protéines. Sans compter le fait que c'est, on va dire, un aliment qui est un peu antiphysiologique dans la mesure où c'est le lait d'une autre espèce. Donc, on voit des pathologies, par exemple chez les enfants, hein, comme des rhinites chroniques, des otites, des choses comme ça. Dès lors que l'on supprime le lait, au bout de 15 jours, 3 semaines, les symptômes ont complètement disparu. Hein. Donc le lait n'est pas vraiment un aliment idéal, adapté à notre physiologie. Est-ce que vous buvez du lait de vache? Non, Non, pourquoi? parce que le lait n'est pas un aliment pour vieux, c'est un aliment pour jeunes. Je sais pas, j'en ai trop bu quand j'étais gamin, je crois. D'accord. Je me dis rien là. Non, parce que j'aime pas trop. Digestif, c'est pas tellement bien pour moi. Je le supporte mal. En fait, j'ai un problème à l'intestin et ça m'est interdit. Plus que depuis que j'ai appris que c'était un aliment pour ruminants. Le lait, c'est bon pour les vaches. Parce qu'on ne voit pas un petit, en dehors du sevrage, boire du lait. Donc le lait, il a des inconvénients. À l'heure actuelle, on reconnaît que ça peut être la cause d'une mauvaise circulation du foie, ça peut être aussi la cause de problèmes d'acné, ça peut être la cause aussi de cancer gynéco chez les femmes. Ce qu'il y a de certain, c'est que les vaches, les races laitières ont été soumises depuis 100 ans, c'est pareil, à de très fortes sélections pour produire considérablement plus de lait que ce qu'elles produisaient il y a ne serait-ce 50 ans. Bon. Donc ça, c'est déjà une pression qui est claire et qui peut avoir des conséquences biologiques pour le lait, pour la qualité du lait. D'autre part, il y a le fait aussi, et ça il faut quand même en tenir compte quand on parle du lait, c'est que le lait c'est un solvant gras. Les molécules grasses vont se dissoudre dans le lait et on peut retrouver donc pas mal de pesticides, pas mal de produits utilisés par l'agriculture qu'on va retrouver dans le lait via la consommation d'herbe par la vache, mais enfin voilà, les résidus restent des résidus. Mais on ne trouve pas du lait de vache, on trouve du lait pasteurisé. Du lait de vache, il faut habiter près de quelqu'un qui élève des vaches. Mais je me souviens du bon vrai lait de vache que je mangeais petite, qu'on allait chercher dans les boîtes en fer et c'était très bon aussi. Je pense que la qualité du lait, il y a plusieurs centaines d'années, était une qualité qui était parfaite. Les vaches paissaient sur des prés qui n'étaient pas travaillés par l'industrie, il n'y avait pas de phytosanitaire. Il y avait toute une chaîne alimentaire qui pouvait laisser supposer que le lait était quand même, je dirais, relativement bon. Mais ça a bien changé justement par rapport à toute l'industrialisation et puis tous ces produits actuellement qui sont répandus sur Terre. Le lait, il a beaucoup de... Voilà, le calcium, qu'est-ce qu'ils servent les os? L'apport de calcium. Du calcium. Que ça apporte de bon. Le goût est sympathique aussi quand même. Ça se boit comme du petit lait. Si on note le lait, la crainte, la peur, c'est « mais où va-t-on trouver le calcium ?» Mais le calcium, on le trouve dans le sésame, on le trouve dans les brocolis, on le trouve dans certains aliments. Le lait, les produits laitiers, c'est un des plus grands scandales de notre époque. Dans le sens que tout ce qu'on dit sur le lait, la plupart des bienfaits du lait qu'on dit sont archi faux. Par exemple, notamment que c'est très bon le calcium, que ça fait les os, c'est tout à fait faux. Manger des produits laitiers, ça donne de l'ostéoporose, qui est le contraire. Parce que ce n'est même pas bon pour le calcium. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut manger beaucoup de calcium et pas le tenir dans le corps. Parce que c'est aussi au niveau cellule yin et yang. S'il n'y a pas un yang pour retenir le yin, il n'y a rien qui se fait. Et au contraire,
on peut perdre le calcium en consommant beaucoup de calcium. Déjà, le lait contient trop de phosphore. Donc ça va générer des problèmes, curieusement. Ça va empêcher l'organisme d'assimiler correctement le calcium qui est dans le lait. Donc il y a un rapport calcium-phosphore qui n'est pas du tout optimal pour la bonne biodisponibilité du lait, déjà. Et puis il y a toutes ces protéines du lait qui sont des grosses molécules, des grosses protéines qui peuvent être allergisantes, qui peuvent créer des problèmes d'encrassement organique. Il ne suffit pas de manger du calcium, effectivement, d'avoir une source de calcium pour retenir le calcium. En effet, au niveau des reins, on va éliminer le calcium si nos urines sont acides. Et il se trouve que dans les pays occidentaux, on a majoritairement une alimentation azotée carnée qui produit des urines avec très peu de légumes, très peu de fibres, qui produisent des urines acides. Donc vous pouvez manger autant de yaourt que vous voulez, si les urines sont acides, pour des raisons chimiques et électrolytiques au niveau du rein, on va éliminer la majorité du calcium qu'on a dans le sang, d'accord? Alors que si les urines sont alcalines, par exemple en mangeant beaucoup de légumes verts, de fibres, etc., là le calcium qu'on va consommer avec un yaourt par exemple, ou avec du lait, ou avec ce que vous voulez, va être retenu au niveau des reins, c'est-à-dire qu'il va rester dans le milieu intérieur, et alors là effectivement il va avoir éventuellement la possibilité de se fixer au niveau des os, ou d'aller vers les muscles, etc., de jouer un rôle physiologique qu'il a. Mais au moins le conservera-t-on et le gardera. Alors que bon, tant qu'on a des alimentations de type McDo très acides en fait finalement, qui produisent des urines très acides, qui sont très carnées, on ne conserve pas le calcium. Le lait, c'est une des conséquences des énervements, des kystes, des cancers, des ostéoporoses. La liste est longue, c'est incroyable, vraiment incroyable. Sans parler de la souffrance apportée aux animaux, quoi. Parce que les animaux, c'est quand même des civilisations à part entière, ils ont leur façon de se comporter, on devrait les respecter en tant que tels, et pas vouloir ni les absorber, ni les empêcher de faire leur vie.